Dossier les milices au cœur de la République. Désormais, Tene Birahima Ouattara dit la fiole à son armée secrète pour succéder à son grand frère et pérenniser la dynastie Ouattara. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons entrer avec vous au cœur de l'État secret, le Deep State, comme disent les Américains. Le Deep State est une structure militaire ou bureaucratique secrète qui se met en parallèle de l'État réel et qui contrôle celui-ci sous l'impulsion de quelques membres de la classe dominante. En Côte d'Ivoire, au cœur du Deep State, il y a une doctrine. L'armée républicaine n'est pas digne de confiance. Il faut se doter d'une milice privée mieux armée que les forces régulières et qui est capable de s'imposer à elle dans un schéma de confiscation du pouvoir. À l'origine de l'organisation militaire secrète, il y a un homme, Tene Birahima Ouattara dit la fiole, alias le pétomane, frère cadet du chef de l'État, coordonnateur national occulte des services de renseignement et ministre de la Défense des forces secrètes pro-Ouattara. C'est lui qui, le premier, s'est mis en tête de constituer une véritable force de combat pour le compte d'Alassane Ouattara. Tout est parti de la mort du sergent-chef Ibrahim Koulibaly dit Ibé dans les combats à Abobo en avril 2011. On se souvient qu'Ibé avait refusé de reconnaître la victoire du nouveau président élu, Alassane Ouattara. D'ailleurs, Ibé avait fait une déclaration dans laquelle il disait qu'il fallait organiser une transition au terme de laquelle il y aurait de nouvelles élections, vu qu'Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se battaient sur les résultats du scrutin. Il était allé jusqu'à se proposer comme président de cette transition. En Côte d'Ivoire est considérablement dégradé, l'éloignant ainsi des principes élémentaires de la démocratie. En effet, le second tour des élections qui a eu lieu le 28 novembre 2010, au lieu d'apporter paix, sérénité et réconciliation au peuple de Côte d'Ivoire, a plutôt créé les conditions d'une hécatombe plus grande. Les Ivoiriens meurent aujourd'hui par centaines, par la faute de deux personnalités que tout divise et dont les relations sont marquées par une haine viscérale sans possibilité de conciliation. L'incapacité de ces hommes politiques à garantir la sécurité, la cohésion nationale et des conditions de vie acceptables au peuple de Côte d'Ivoire a provoqué la fracture sociale. Cette situation d'humiliation permanente et la profonde crise morale qui en est la conséquence a amené les 10 fils de la Côte d'Ivoire à prendre leurs responsabilités pour ramener l'ordre et la stabilité. À partir de cet instant, je prends toute la charge de l'exécutif national et décide ce qui suit. 1. La Constitution est dissoute. 2. L'Assemblée nationale est dissoute. 3. Les activités des partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 4. Toute autre institution qui incarne les pouvoirs déchus sont dissoutes. Sans le savoir, il venait de signer son arrêt de mort. Peu de temps après, il a été géolocalisé par Ahmed Bakayoko, qui cumulait les fonctions de ministre de l'Intérieur et ministre des NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, et c'est Alassane Ouattara qui a ordonné l'assaut pour le tuer. Les Ivoiriens aspirent non seulement à la paix, mais également à la tranquillité. C'est leur droit. Nous avons un devoir de leur permettre de vivre dans la tranquillité. Je vous demande de tout faire pour mettre fin, dans les plus brefs délais, les ajustements dont je viens de parler. Quant au foyer de belligérance qui demeure, je vous demande, Monsieur le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité, de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à ces belligérances, que ce soit à Yopougon ou à Abobo. Je vous instruis de demander aux chefs miliciens et de demander au commandant
Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des Ivoiriens. La guerre est terminée. La guerre est terminée en Côte d'Ivoire. Le pays est réunifié. L'armée doit être réunifiée. La guerre est terminée. En tant que chef suprême des armées, je vous ordonne de procéder immédiatement au repli de toutes les unités combattantes dans leur caserne et leur base d'origine, que ce soit au sud comme au nord. Ceci est indispensable pour la bonne gestion de nos forces de défense et de sécurité. Message bien reçu par l'armée, elle entend appliquer les décisions du chef de l'État. Les instructions du président de la République sur ces points-là sont claires. Dans un premier temps, nous allons négocier. Mais s'ils ne veulent pas tempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Après 3 rendez-vous manqués de son fait, les forces républicaines ont lancé, ce jour 27 avril 2011, une opération de sécurisation et de pacification dans la zone PK18 à Niamey pour libérer les populations prises en otage. Cette opération s'est déroulée avec succès. Tous les barrages et postes de combat ont été levés. M. Ibrahim Koulibaly a pris la fuite et s'est retranché dans une cour aux environs de l'usine Unicafé avec des hommes en armes. En réponse à 2 sommations, les forces républicaines ont essuyé des tirs nourris de M. Ibrahim Koulibaly et ses hommes. Ces tirs n'ont laissé d'autre choix aux forces républicaines que la riposte qui a été fatale à M. Ibrahim Koulibaly. Bilan des combats. Côté forces républicaines, 2 soldats tués, plusieurs blessés. Côté adverse, 7 morts, dont M. Ibrahim Koulibaly. Juste après la mort du sergent-chef IB, ces troupes désorientées et sans horizon ont cherché un point d'ancrage. Des éléments de celle-ci avaient rejoint ce dernier, pensant combattre pour Alassane Ouattara. Un groupe de ces combattants pro-IB a tenté de rentrer en contact avec le nouveau président pour lui faire allégeance et plaider pour leur sort. Les contacts ont été pris et Téné Birahima Ouattara Di La Fiole a reçu au cabinet de son frère aîné, 6 aux 2 plateaux Vallon, un groupe de ses ex-combattants dirigé par un certain Koulibaly Sindou alias Farah. Il est venu à cette rencontre avec plusieurs autres leaders des groupes d'autodéfense qui avaient vu le jour pendant la crise post-électorale et qui s'étaient battus principalement à Abobo et dans la périphérie de Yopougon. À cette rencontre, il y avait aux côtés de La Fiole, M. Yaya Ouattara, son neveu. Les jeunes soldats ont proclamé à Téné Birahima Ouattara leur allégeance au nouveau président élu, Alassane Ouattara, et lui ont fait serment de loyauté. Ils en ont profité pour lui soumettre leurs inquiétudes quant à leur avenir. Le frère cadet du président d'alors était heureux et leur a dit qu'il ne serait pas laissé pour compte. Pour rassurer ses hôtes du soutien inconditionnel du président de la République, il l'a joint séance tenante au téléphone en leur présence. La fonction main libre du téléphone étant activée, tous ceux qui étaient présents dans la salle ont pu écouter en direct le nouveau président de la République confirmer les propos de son petit frère. Le chef de l'État leur a fait la promesse ferme de ne jamais les oublier pour le travail abattu pendant la crise post-électorale et leur demanda de rester en contact permanent avec son cadet qui sera désormais chargé de gérer leur dossier. 2 semaines après cette rencontre,
La FIOL a reçu à nouveau les éléments démobilisés et leur demanda de mieux s'organiser, car le président Ouattara avait pris à bras le corps leur situation et était déterminé à leur trouver un statut. Au cours de cet entretien, vu ses fonctions officielles qui l'empêchent d'être pleinement disponible, la FIOL désigna son neveu, Yaya Ouattara, comme son représentant au sein du groupe. Il rajouta que Yaya serait désormais leur agent de liaison auprès de lui. Yaya Ouattara devint donc le chef logistique de ce groupe armé qui a pris le nom de Compagnie des combattants pour la liberté, CCL. Une organisation de type militaire est mise en place à cette époque et un budget est voté pour le fonctionnement de la CCL qui dès lors prend le sinistre visage d'une milice au service de Téné Birahima Ouattara dit la FIOL et de son frère aîné, le dictateur Ouattara. Une somme d'environ 10 millions de francs CFA leur est distribuée par semaine pour faire face à leurs besoins alimentaires et autres. La FIOL ne perd pas de temps pour utiliser cette milice qui lui est dévouée corps et âme. Déjà à cette époque, il se méfiait des forces spéciales qui venaient d'être créées et qui constituaient le fleuron de l'armée. En effet, elles sont bien entraînées, bien équipées, au service du président, mais malgré tout, il n'a pas confiance en elles. Selon les renseignements qu'il dit détenir, tous les ex-combattants qui ont été recrutés pour former les forces spéciales ont été choisis par Traoré Salif, dit commandant tracteur, un ancien comme zone très proche de Guillaume Soro. Pour Téné Birahima Ouattara, Guillaume Soro a une trop grande influence sur les forces spéciales qu'il faut annihiler. Il demande alors au général Diomandé Bagondo, chef d'état-major particulier du président de la République à cette époque et chef de corps du groupement de sécurité du président de la République, GSPR, de s'impliquer dans la gestion et la formation des membres de la CCL pour en faire une force de combat efficace, capable de tenir tête aux forces spéciales. Ainsi dit, ainsi fait. Le général Bagondo va alors réunir Yaya Ouattara et son groupe pour les tester. À l'issue de son test, le général Bagondo a sélectionné 500 éléments afin qu'ils suivent une formation militaire commando discrète au Burkina Faso. Après leur formation, ces éléments ont directement été intégrés dans la garde rapprochée du président Ouattara. Ils n'étaient donc pas sous la tutelle du ministre de la Défense d'alors. Leur père, leur mère, leur dieu sur terre, c'est Téné Birahima Ouattara dit la FIOL, alias le pétomane. Ils lui obéissent au doigt et à l'œil. Ils savent que l'une de leurs principales missions est de se tenir prêts, à tout moment, à neutraliser les forces spéciales s'il le fallait. Des missions de sécurisation et d'infiltration leur sont confiées à l'intérieur et à l'extérieur du pays, au détriment des services officiels. Parmi les membres de la CCL, il y a ceux qui n'ont pas rempli les critères pour être recrutés pour faire partie du groupe de Ouaga, sans toutefois être laissés pour compte. Téné Birahima Ouattara a établi une connexion entre Yaya Ouattara et Fidel Sarasoro, alors patron de l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, ADDR. Il est maintenant directeur de cabinet du dictateur des Lagunes, au nom des nombreux services qu'il a rendus à ce dernier et à son frère cadet. Grâce à Fidel Sarasoro et à l'ADDR, 2000 ex-combattants qui ont juré allégeance à Birahima Ouattara et à Alassane Ouattara ont été réinsérés et redéployés ainsi. Certains ont intégré la fonction publique comme sous-officiers des douanes et officiers des eaux et forêts, malgré leur âge très avancé. D'autres ont intégré les différents services d'entretien des palais présidentiels d'Abidjan et de Yamoussoukro. Plusieurs ont bénéficié des divers autres programmes d'insertion de l'ADDR pour devenir dockers, agents de sécurité dans plusieurs hôtels d'Abidjan et de Yamoussoukro, gardes pénitentiaires pour ne citer que cela. Je vous le disais en titre, l'administration pénitentiaire ivoirienne accueille officiellement 443 nouveaux agents d'encadrement. Ils sont issus de la politique de réinsertion socio-professionnelle des ex-combattants mise en œuvre par l'autorité de désarmement, démobilisation et de réinsertion ADDR. Ces ex-combattants ont reçu leur épaulette de garde pénitentiaire aujourd'hui à l'école de gendarmerie d'Abidjan en présence du Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Des explications d'Alexis Ouetraogo.
la DDR. Ouattara Yaya, 36 ans, ancien combattant durant la crise ivoirienne, est ému. Aujourd'hui, avec 442 camarades, il reçoit l'épaulette d'agents d'encadrement des établissements pénitentiaires. Il y a pourtant quelques mois en arrière, cette réinsertion, il n'y croyait pas du tout. On vous avait demandé de déposer les armes. Ben, on ne croyait pas. On ne croyait pas vraiment à ce que la DDR et le gouvernement nous proposaient. Vraiment aujourd'hui, quand nous voyons la réalité en face aujourd'hui, vraiment ça nous va beaucoup au cœur. Au plus fort de la crise ivoirienne, ils ont été nombreux, ces jeunes gens comme Yaya, à prendre les armes. Le gouvernement a mis sur pied pour eux plusieurs structures, à l'exemple de la DDR, entendez autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. À ce jour, près de 2000 ex-combattants sont engagés pour la première phase du processus de réinsertion. La DDR a recueilli près de 1400 armes, dont 702 explosifs. Le directeur de la structure, Fidel Sarasoro, le dira au cours de son allocution. Cette cérémonie de remise d'épaulettes vient relancer la vie civile des anciens combattants. Mais au-delà de cet aspect des choses, l'événement se veut réponse aux faiblesses du système carcéral ivoirien. Ces nouveaux gardes pénitentiaires formés à des techniques dynamiques de combat et de maintien de l'ordre viendront contribuer à une meilleure gestion des prisons ivoiriennes. Au total, ce sont 363 évasions qui ont été enregistrés en 2012 dans 24 des 33 prisons que compte notre pays. Face à ces situations, le gouvernement se devait de réagir au plus vite. C'est pourquoi un accent tout particulier a été mis sur le renforcement des effectifs ainsi que sur le dispositif de sécurité de nos prisons. Daniel Kablon-Duncan a par ailleurs annoncé 3 grandes réformes dans le secteur sécuritaire ivoirien. Elles portent sur la construction prochaine de prisons dans les villes de Ferké, Grand-Laou, Issia, San Pedro et Guiglo. Elles portent aussi sur la mise sur pied d'un observatoire pour mineurs et enfin la mise en route d'un système carcéral ivoirien répondant aux normes internationales. Il a pour finir exhorté cette première vague de gardes à se détacher des tares du métier. Je vous engage à être les acteurs du renouveau de votre corps par un véritable changement de comportement. Pour cela, je vous encourage à vous mettre véritablement au service de la population en général et de la population carcérale en particulier, que vous devez avant tout de protéger. Un dernier groupe a été confié à Traoré Vassiriki, préfet de Ferké, devenu coordonnateur national du renseignement. Ce groupe d'hommes et de femmes a le même statut que les militaires en fonction, sans toutefois porter la tenue militaire. Le préfet Traoré Vassiriki avait pour mission de les former en vue de les intégrer aux services officiels de renseignement, mais pour le compte de Téné Birahima Ouattara Di Lafiole, le vrai patron des services de renseignement ivoiriens. C'est ce qui a été fait. Ainsi, au cœur du renseignement ivoirien, il y a un groupe d'hommes et de femmes dont la seule mission est de recueillir des renseignements sur les militaires, les opposants politiques, les rivaux politiques, les hommes d'affaires, les hauts fonctionnaires, les clients des grands hôtels, etc., pour les transmettre directement à Téné Birahima Ouattara Di Lafiole, alias le Pétoman. Toutes les données concernant cette armée de l'ombre sont gérées par Yaya Ouattara, le neveu de Lafiole. En cas de conflits armés, celui-ci a la responsabilité de rassembler rapidement tous ces éléments disséminés dans les différentes structures étatiques et privées pour le combat. Advenant un conflit, ils ont l'armement nécessaire pour tenir face aux forces armées nationales. Dans un premier temps, lorsqu'ils sont venus faire allégeance à Alassane Ouattara, tous les 2000 anciens combattants ont remis leur armement à Lafiole, qui les a fait réceptionner par le général Vagondo. C'était donc une véritable poudrière, composée de fusils d'assaut de tout genre et de leurs munitions, de lance-roquettes RPG et LRAC et de leurs obus anti-chars, de grenades offensives et défensives, de grenades fumigènes, de fusils à pompe, de fusils bergerons et même de fusils de tireurs d'élite. Pour stocker cet arsenal de guerre, une villa avait été louée dans le quartier Plateau d'Okuy à raison de 250 000 francs CFA par mois. Une partie de la poudrière de Téné Birahima Ouattara a été convoyée au domicile de M. Issouf Fadika, ancien directeur général d'une filiale du groupe Bolloré,
située non loin de la résidence du président Ouattara. La dernière partie de la poudrière est stockée au domicile du général Bagondo lui-même. Ainsi, Tene Birahima Ouattara dit la Fiole dispose d'armes réparties en plusieurs points stratégiques d'Abidjan, où ces hommes peuvent aller se ravitailler en dehors des arsenaux officiels de la République, et cette poudrière est constamment renouvelée, ou encore pour monter des scénarios de découverte d'armes lors de faux complots montés par lui-même et ses services. En effet, désigné par Alassane Ouattara pour régler toutes les questions relatives à l'équipement et à l'entretien des forces spéciales, armes, munitions, gilets pare-balles, salaires, etc., Tene Birahima Ouattara en profite pour acquérir des armes pour son armée privée. Évidemment, cet armement n'a jamais été répertorié par l'armée régulière ivoirienne, ce qui représente incontestablement un danger permanent pour la sécurité de l'État et des institutions. Rappelons-le encore, la Fiole dispose de plusieurs centaines de jeunes rompus au maniement des armes, dispersés dans plusieurs secteurs d'activité, qui se tiennent prêts à marcher, c'est-à-dire à aller au combat, dès qu'on leur en donnera l'ordre. Mais il existe des mécontents au sein de la troupe. Parmi les 2000 ex-combattants qui sont allés faire allégeance et qui ont remis leur armement, un groupe a été laissé sur le carreau. Ils n'ont pas été recrutés pour l'armée secrète et n'ont pas intégré non plus les services de renseignement. Dans le profilage qu'il a fait d'eux, Yaya Ouattara les a présentés comme supposés proches de Guillaume Soro à cause de leurs affinités avec un ex-comzone affecté à Abobo à l'époque. Pour les faire patienter, il leur a annoncé qu'ils étaient inscrits sur une liste de réservistes, qu'ils devaient suivre une formation militaire complémentaire dans le camp de Zambakro. La liste de ces réservistes n'ayant pas eu de point de chute, elle a été transmise au général Bagondo Diomandé pour en faire le suivi. L'officier général a alors fait appel à M. Diasso Jean-Claude DJC pour superviser et contrôler l'activité de ces miliciens en déshérence. Ces éléments laissés sur le carreau et à qui on a fait des promesses sans lendemain sont aujourd'hui devenus amers. Ils n'en peuvent plus et menacent de se soulever. Ils considèrent que Yaya Ouattara, leur agent de liaison avec la Fiole, a profité d'eux pour avoir une bonne situation auprès du préfet Traoré Bassiriki au service de renseignement de la présidence. Ils sont actuellement surveillés comme du lait sur le feu. Après le départ du général Bagondo du palais pour occuper le ministère de la Sécurité, le colonel Ibrahima Gon Coulibaly Digoz, petit frère du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, est devenu le nouveau commandant du JSPR. À ce titre, il a hérité de la coordination de toutes ces milices. Il travaille en étroite collaboration avec la Fiole, qui avait en son temps décidé de mettre son armée secrète au service d'Amadou Gon Coulibaly, le successeur désigné par Alassane Ouattara. Le colonel Gon Coulibaly faisait à l'époque régulièrement le point de la situation de cette force en attente au premier ministre Gon Coulibaly. Rassuré par son jeune frère sur la puissance de feu qui était désormais la sienne, le Premier ministre ne manquait plus la moindre occasion de menacer ses potentiels adversaires, notamment son ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui se posait désormais en rival affiché. Des piques lui étaient régulièrement adressées en forme de mise en garde voilée. Conforté par l'arrivée du général Bagondo Diomandé dans son équipe gouvernementale, Amadou Gon Coulibaly a chargé ce dernier d'œuvrer à mettre un terme définitif à l'influence que le ministre Ahmed Bakayoko continuait d'exercer sur le ministère de la Sécurité, malgré son affectation au ministère de la Défense. L'une des premières mesures prises par le nouveau ministre de la Sécurité a été de débarquer de leur poste à la tête des différentes unités de la police tous les officiers proches d'Ambak et nommés par ce dernier. Ils ont été affectés à des postes secondaires. Le cas du commissaire Namouri Timité, tout-puissant directeur de la police économique et financière, intime présumé du ministre Ahmed Bakayoko, en est une parfaite illustration. Il a été affecté à la police criminelle. C'est également le cas du commissaire Inza Diomandé, qui a été forcé de quitter la direction de la surveillance du territoire DST, tout comme le commissaire divisionnaire-major Touré Seydou, qui a été limogé de la direction des renseignements généraux.
Mais la reprise en main ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est étendue à la Gendarmerie nationale, une institution qui pourtant relève du ministère de la Défense, donc d'Ahmed Bakayoko à l'époque. Désormais, la Gendarmerie nationale est gérée concomitamment par le général Apalo Touré, qui en est le commandant supérieur, et le colonel Ibrahima Gon Coulibaly, petit frère du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et membre de ce corps. Les promotions dans cette institution relèvent du bon vouloir de ces deux proches du palais présidentiel d'Abidjan. Certains pourraient se demander que représentent les anciens chefs de guerre issus des forces nouvelles dans cette configuration des forces. La réponse est simple, rien. Ils ne représentent plus rien. Tous les anciens comme zone ont été réduits à néant, à l'exception des colonels Kone Zakaria et Inza Fofana alias Grumman. S'étant démarqués de leurs anciens camarades et ayant contribué à les fragiliser, ils continuent de garder des postes stratégiques. Tous les autres ont été reversés dans l'administration comme préfets ou réduits à signer des documents dans des bureaux. Demande de permission, prêts bancaires, congés annuels, etc. Pendant ce temps, le général Doumbia Lassina, chef d'état-major général des armées, ancien commandant emblématique des forces spéciales, observe le développement de cette armée secrète qui menace l'armée nationale et se tait. Mais jusqu'à quand? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.